Eh bien le bonjour messieurs dames, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir enfin, me diriez-vous, mais oui, mes 5 premiers decks du set 7 de Disney Lorcana. Ça fait un petit moment que je veux sortir cette vidéo, mais ça fait quand même aussi un petit moment que j'ai testé tout simplement ces decks, je jouais énormément avec. J'ai à peu près une cinquantaine de parties ou 60 parties, un truc comme ça, sur le global, on va dire, sur les 5 decks pardon, que je vais vous présenter là. Il y a d'autres decks aussi que j'ai testés en plus, que je ne vous présente pas là parce que ça ne marche pas ou en tout cas le deck build que j'avais fait ne fonctionnait pas. Je pense plus que c'est une affaire de la carte ne marche pas. On commence par le premier. Et ce premier deck, c'était le vert bleu. Le vert bleu, je vous disais hein, depuis le début que je voulais tester en premier. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait l'arrivée de Baymax. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait l'arrivée du Geyser. Et donc, ces deux cartes-là, c'était quand même déjà pas mal. Et ensuite, ils nous ont mis une belle. Voilà. Bah, c'est un deck que je voulais vraiment tester. Maintenant, il ne fait pas partie des decks, je pense, qui sont les plus forts, parce que on va le découvrir un petit peu après. J'ai deux decks que je vais vous présenter qui, pour moi, vont dominer largement la méta. Et on pourrait parler encore une fois de boring méta, de méta ennuyeuse, au même titre qu'une méta de Bucky Discard. Euh, Après, c'est encore un peu différent, mais bon, on va en parler après. Mais le rouge-bleu est quand même un gros candidat à, à ban des cartes à l'intérieur, donc on verra bien. Donc dans ce deck, qu'est-ce qu'on a? On a la Clarabelle, et vous remarquerez là-dedans que je n'ai pas mis la Clarabelle Floatborn, parce que alors, je ne joue pas discard, mais j'avais pas la place, pour le coup. Enfin, si, je joue un tout petit peu discard, vous me direz, mais j'avais pas la place de la mettre déjà, et c'est pas une stratégie full discard, mais vous avez du discard dedans. C'est-à-dire que vous avez Ne parle pas de Bruno, et vous avez aussi le miroir du prince Jean, qui est pour moi totalement à l'opposé de la stratégie d'une Clarabelle. Vous jouez une Clarabelle, vous ne voulez pas discard votre adversaire, parce que justement, plus il a de cartes en main, et plus vous allez en piocher. C'est comme les decklists que je vois très régulièrement avec Clarabelle Floodborn en 4 exemplaires et vous avez 3 exemplaires ou 2-3 exemplaires en tout cas de soumettez-vous à ma volonté. C'est totalement stupide pour moi parce que les stratégies sont totalement différentes et si vous avez plusieurs stratégies, enfin, en tout cas des stratégies assez éloignées dans votre deck et que plusieurs, bah, c'est un deck qui ne va pas marcher. Honnêtement, je trouve. En tout cas, ça va partir un petit peu à droite et à gauche. Donc, on s'éloigne d'une ligne directive précise avec un deck. Et donc, voilà, pour moi, c'est pas efficient, comme on dit. Le Flower Sham, c'est le moteur de pioche. Et on revient sur la belle parce que c'est le premier deck. Premier deck, les amis, où on peut jouer sérieusement, un candidat sérieux, hein, une candidate sérieuse, la belle Floodborn. La belle Floodborn qui dit que si elle est défiée, eh bien, le propriétaire du personnage qui l'a défié eh bien, se défausse de toute sa main. Donc, T2, vous mettez T3, pardon, vous mettez un truc comme ça, c'est quand même, voilà, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, c'est assez fragilos, donc ça peut se prendre pas mal d'anti-bet, mais T3, il n'y a pas de Steel Song en face dans la méta. Moi, je dis c'est plutôt pas mal. Vous l'aurez quand même à 3. Et dans les tests que j'ai fait, elle est pas folle dingue. C'est pas une stratégie de fou, mais ça peut marcher de temps en temps, quoi. Vous allez gagner quand même 6 de l'or presque à tous les coups. Donc, c'est déjà pas mal. On a le Bmax qui peut se compléter sur des Clarabelle, des Prince Philippe, des Thomas O'Malley ou même des Belles. Donc, c'est une très très bonne carte qui reste sur le board. C'est assez compliqué de la gérer. Enfin, il y a des techniques, on va dire. Mais c'est un perso qui peut quand même durer 2 tours, on va dire, et faire mal à votre adversaire. C'est-à-dire qu'il va se séparer de certains trucs, certains personnages sur le board, et bon, c'est bien. Voilà, c'est un peu embêtant pour votre adversaire. Le geyser ensuite, le geyser 4 exemplaires et le miroir du prince Jean également, je vais parler des deux en même temps parce que ça va de pair. Ça va de pair. Pourquoi? Parce que le miroir du prince Jean dit que votre adversaire ne peut avoir que 3 cartes
dans sa main à la fin de son tour, à chaque fois, à chaque fin de ses tours. Or, le geyser, quand vous lui mettez un bleu-rouge ou un bleu-gris, un geyser en middle game et en late game, s'il n'a pas de plume, et il n'a pas de quoi ramper énormément, ça fait le café, comme on dit. Parce que vous allez lui remettre toutes ses encres dans sa main. S'il n'a pas un board conséquent et qu'il n'a pas de plume, bah, ça handicape vraiment énormément. Je l'ai testé du coup sur exclusivement ce deck là, je l'ai testé sur le bleu rouge et le bleu gris. Malheureusement, ça fait encore un petit peu trop de défaites parce que c'est beaucoup trop fort en face. Même si le bleu gris avait quand même un petit peu plus de fragilité contre ce deck. Et c'est vrai que le fait de mettre le miroir geyser euh, sur le middle, bah ça, je le sentais que mon adversaire était un peu plus affaibli, un peu plus lent, et c'était compliqué. Donc voilà, c'est un bon combo, mais à de là à dire que voilà, c'est un futur deck tier S, je pense pas. C'est pas non plus les decks les plus, voilà, les decks les plus pétés. Quand on parle des decks les plus pétés, le suivant, le bleu-rouge. Alors le bleu-rouge, ça c'est un vaste débat. C'est un deck qui n'a pas réellement changé, hormis un détail près, c'est le Saphir Coil, donc la spirale de saphir. Cette carte est infâme. Vous m'entendez? Infâme. Et oui, effectivement, je l'ai testé et le bleu-gris n'a aucun mal. Enfin, il a aucun mal, pardon, contre le bleu-gris. Qui pourtant, le bleu-gris était quand même le deck phare du moment et de ce début de set. Je me souviens de RMB, un joueur américain, je crois. Je crois pas qu'il est canadien, je crois qu'il est américain. Qui lui a fait un tweet où il était en train de, voilà, de se plaindre de bah voilà, le rouge-bleu, bah, encore une fois, c'est pas fun. Enfin voilà, ça va être horrible. On va encore avoir une méta rouge-bleu parce que il arrive à se sortir de situations mais vraiment extrêmes. S'il y a trop de trucs sur le bord, vous avez des soyez prêtes. Si il met plein de persos, bon bah voilà, une spirale, vous mettez des 6 sous et puis on n'en parle plus. Là, même pour le coup, une 6 sous qui coûte 3, la petite, vous avez une spirale de saphir sur le board T2, vous ancrez, vous avez moyen de gérer tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, les amis. Tout ce qui arrive dans le créneau T3, avec la belle notamment, la belle in 3-3, T3, vous la gérez. C'est très facile. Vraiment très très facile. Donc c'est un peu inquiétant. Moi je m'inquiète un petit peu de cette future méta également qui va arriver. Est-ce que ça serait pas le moment de ban certaines cartes? Je pense que c'est compliqué, mais je pense que oui. Ne serait-ce que le gros Tamatoa qui peut l'aurer à 70 en un tour avec le sous-fétiche. Et encore, le sous-fétiche n'est pas tellement le problème. Je pense plutôt que le gros Tamatoa, le petit Tamatoa qui vient de sortir également, et la spirale de saphir, c'est les cartes les plus infâmes de ce deck. Et les cartes les plus, on peut appeler ça comme ça, cheatées de tout le jeu Disney Lorcana. Vous n'avez pas d'équivalent dans d'autres archétypes qui puissent faire mal autant à l'adversaire, quoi. On avait ça avec Bucky Discard, où il n'y avait vraiment pas du tout d'égalité entre les autres decks, en termes de power level. Et là, pour le coup, on a la même chose. Vous avez un Tamatoa qui arrive T6 et qui vous joue le sous-fétiche gratos, et ensuite, allez, vous partez à l'aventure, vous gagnez 4 en un tour avec le sous-fétiche. Ouais, ok. La spirale de saphir qui va vous embêter énormément. Et s'il y en a plusieurs sur le board, c'est fini. Votre adversaire, il gère tout, quoi. Il met une grosse 6 sous en 3 exemplaires dans le deck et voilà, il y a vraiment pas de difficulté. Quand je l'ai joué ce deck,
honnêtement, j'ai à chaque fois contre le bleu-gris ou alors d'autres archétypes, c'est même en, entre guillemets ennuyant de le jouer parce qu'il n'y a pas de réel défi, il n'y a pas de réel challenge. Vous avez juste à poser vos cartes, à aller chercher vos solutions que vous avez vraiment très régulièrement. Vous rampez, vous piochez un max avec le Flaversham. Le Flaversham aussi qui pourrait être sujet de discussion pour potentiellement être banni. Je pense qu'ils vont attendre les Worlds, la fin des Worlds et la fin des championnats de 7 du 7 pour entamer du coup la deuxième année compétitive de l'Orcana et pourquoi pas réfléchir sur une banlist. On va passer au troisième deck. Donc vous l'avez compris, ce deck est infâme. Donc si vous voulez gagner tous les tournois, bah allez-y, hein, Franco. On va voir maintenant un troisième deck, celui-ci, qui me paraît quand même être un sérieux concurrent cette fois-ci. Un très sérieux concurrent, les amis, à notre ami bleu-rouge. Moi, j'ai testé ce deck-là contre bleu-rouge et bleu-gris. Alors, bleu-gris, il me semble que j'avais quand même fait beaucoup plus régulièrement des 2-0 avec ce deck. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et par contre, le bleu-rouge arrivait quand même à avoir des égalités en BO2, bien entendu. Donc, c'est un petit peu embêtant, mais il arrivait quand même à le battre. Pourquoi? Parce qu'il a un côté aggro, un côté assez ennuyant pour les decks contrôle, c'est-à-dire qu'il a les maléfiques en 3 exemplaires. Moi, j'adore jouer aggro, donc peut-être que je partirai sur ce deck-là, sur cette méta, parce que quand on voit le, voilà, les decks aggro, les decks contrôle, pardon, qui sont quand même largement présents, je pense que une stratégie tempo, midrange ou aggro, tout simplement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc vous avez le package, on va dire, connu à ce jour, hein, la version du deck, bien sûr, qui est améliorée par du coup les 4 Cobras qui sont vraiment un finisher GOT en x2. Donc c'est une carte bien évidemment à ne jouer que en fin de game ou middle game, quoi, si vous avez que ça. Je vous invite à aller le tester également avec le QR code qui est juste au-dessus. Et on va passer au quatrième deck. Et ce quatrième deck, c'est le Blurple. Pour moi, ce deck-là a pris un up de malade. Pourquoi? Eh bien parce que Belle, encore une fois, voilà, Belle a quand même chamboulé la méta d'une certaine manière. Elle a ramené bleu-gris sur le devant de la scène. Elle a pour moi également mis sur le devant de la scène aussi ce Blurple. Pourquoi? Parce que vous avez quand même des chansons qui n'étaient... une chanson en tout cas qui n'était absolument pas jouée jusqu'à maintenant, c'était le Macabre et la Terreur. Et j'ai fait mes premiers tests, les amis, et je peux vous garantir que le Macabre et la Terreur est une carte très forte. Si T2, vous chantez avec Belle le Macabre et la Terreur et que vous mettez un Merlin, Lapin par exemple, eh bien vous allez piocher 2 cartes, 3 cartes dans le tour 2. C'est vraiment pas rien du tout, quoi. Vous avez également des grands-mères Tala qui vous permettront de piocher. Vous avez aussi des flavors. Honnêtement, cette stratégie belle chanson, donc avec un Mes Amis de l'Au-delà qui arrive T2 ou Macabre et la Terreur T2, et le Macabre et la Terreur qui peut être joué aussi avec d'autres personnages que je vous ai mis là. Vous avez aussi Iluna, je pense à elle, qui est la maman de Elsa et Anna, qui est assez intéressant parce que c'est une 3-3 de mémoire, ou 3-3 ou 4-4, je crois que c'est 3-3, qui, dès qu'elle est bannie, pardon, eh bien, vous allez la remettre, vous allez la positionner dans votre encre. Donc c'est rentable. C'est plutôt rentable. Vous jouez un truc qui va servir à quelque chose. Le truc aussi, c'est que le Macabre et la Terreur vous permet de lui donner charge. Donc elle va aussi trade en face des trucs. Et ça apporte quand même pas mal de réponses assez solides, notamment une Merlin chèvre qui pourrait arriver sur le tour et repartir à la fin de vos tours et peut-être vous faire gagner la partie. Je sais que j'ai une partie également où j'étais à 18, Macabre et la Terreur, je pioche Merlin Goth, je ne pouvais pas le bounce. Et en fait, le côté Macabre et la Terreur où vous le bannissez à la fin de votre tour, c'est ça qui m'a fait gagner, quoi. Donc c'était vachement intéressant de le jouer comme ça, et cette version-là. Après,
C'est pas encore une version vraiment voilà, tier S encore une fois, c'est plutôt tier A je dirais ou tier B, plus vers le A pour moi honnêtement parce qu'il y a quand même pas mal de réponses. Je tenais tête quand même à des bleus gris et le bleu rouge par contre, bah, le bleu rouge il faut savoir qu'il est, je pense même tier 0 tellement il est au-dessus. C'est pour ça qu'il y a sujet, à débattre sur ce deck-là. Peut-être que je ferai un live prochainement avec la sortie de l'île d'Arcasia, on en parlera peut-être ensemble. Mais, ou en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais le bleu-rouge est au-dessus de tout. Donc malheureusement, vous retirez cet archétype-là, vous retirez ce deck, contrôle, et bien vous avez une méta assez diversifiée qui apporte des menaces, hormis le bleu-gris qui est un petit peu au-dessus de tout le monde, mais ça va, il peut se faire battre aussi le bleu-gris. Donc le bleu-rouge est réellement un problème. C'est pour ça que ce deck-là se fait effacer aussi par le bleu-rouge, un peu moins par le bleu-gris, mais il a quand même un peu de mal encore avec le bleu-gris. Maintenant, il y a matière à le modifier, à réfléchir un petit peu sur une autre stratégie, l'améliorer effectivement, partir sur un petit deck un peu plus agressif, parce que celui-ci est assez passif, hein, il est très dans le contrôle et de la pioche, il pioche énormément, mais il n'est pas assez violent en termes de lore. Donc vous ramez, 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 et plus vous ramez contre un deck contrôle, et mieux c'est pour lui, quoi. Donc c'est un peu son gros problème. Et enfin, on va voir du coup le dernier deck, le 5e deck, et eh bien c'est le bleu-gris, le fameux bleu-gris, auquel je parle depuis tout à l'heure, qui a eu un up de malade, bien évidemment, avec la belle apprentie inventrice. Vous avez des chansons qui peuvent être jouées, qui peuvent être chantées pardon, sur la belle T2. Vous verrez que dans cette decklist, eh bien, j'ai ajouté un Ralph Lacasse. Et j'ai testé cette carte-là. C'est pas fou, mais honnêtement, si vous arrivez à la garder sur le board et qu'effectivement la méta est quand même pas mal objet, hein, on va pas se le cacher, il y a quand même une stratégie de jeu assez développée autour des plumes et des sous-fétiches, hein, et puis des sphères et des glaces à l'eau et compagnie, que cette carte en devient assez intéressante. Parce qu'elle va, elle va apporter pardon, un côté agressif à votre deck, à savoir que ce personnage-là dit qu'à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous allez pouvoir bannir un objet, n'importe lequel, le vôtre ou ceux de votre adversaire, de vos adversaires, et gagner 2 éclats de l'or. Donc vous l'aurez à 3, plus 2, vous avez 5 de l'or en un tour, vous pétez un objet, c'est une 4-4, c'est assez correct. Je regrette que c'est pas une 4-6 ou un truc comme ça pour que ça résiste à un Zeus ou n'importe quoi. Mais ça fait le café, on va dire. Je crois que le pourcentage pour que vous ayez le label et un objet T1, il était de 68% ou quelque chose comme ça. Donc c'était vachement élevé quand même. Et moi je sais que les parties que j'ai faites avec ce deck et les parties auxquelles j'ai joué contre ce deck, tout le temps, belle sur le board T1. C'est fou, mais c'est la réalité. Ça marche très très bien. Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs decks également. Je vous ai pas fait de tier list parce que là, c'est ouais, la fin. Je vous ai présenté ces 5 decks-là et ça fait quand même déjà une grosse vidéo. Pour moi, la tier list, elle est simple. C'est tier S, c'est le rouge-bleu. Parce qu'il éclate tous les decks que vous voulez. Il n'y a que peut-être des decks vraiment full aggro, Amber Améthyste, qui peuvent à la rigueur T5, t'es à 19 de l'or, c'est fini quoi. À part s'il est bien développé, il a bien rampé quoi. Il n'y a que ces decks-là pour moi qui peuvent battre bleu-rouge, donc c'est pour moi un tier S. Le tier A, ça va être du bleu-gris. Maintenant, vous avez pas mal de decks que j'ai pas encore testé, des Ruby, des RP Control, nouvelle version en tout cas. Vous avez aussi Amber Steel qui est de l'autre côté, qui est peut-être encore présent. Il y a pas mal de decks qui sont encore à tester. Je vous invite à les tester énormément, hein, ces decks-là que je vous présente, même s'ils sont pas non plus voilà, fantastiques pour certains. Mais il faut chercher, il faut tester des decks et peut-être que on pourrait rabaisser
le rouge-bleu a un tiers A, voire un tiers B, non, je déconne. En tout cas, un tiers A pour essayer d'attendre cette communication de Ravensburger, peut-être pour changer les choses et essayer de renouveler un petit peu la méta des prochains sets, parce que ça fait déjà 3-4 sets qu'on voit du bleu-rouge. Ça commence à faire un peu long. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. En tout cas, on se laisse là-dessus. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à mettre votre pouce vers le haut. N'hésitez pas à aller checker également les decks avec leur QR code. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Et si vous voulez me soutenir, eh bien, vous avez un bouton rejoindre maintenant en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, ça me soutiendrait énormément. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bien entendu. Et vous en avez encore une ou deux, je crois, aujourd'hui, peut-être à voir. Donc, allez-y. On attend ça avec impatience pour la display du set 7 de l'Orcana qui arrive demain matin. Donc on se retrouve très très vite. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.